Salut la compagnie, oui, vous l'avez vu dans le titre, on va se pencher plus en détail sur le teaser trailer d'House of the Dragon qui a été dévoilé il y a quelques jours. On attendait ça depuis des mois. HBO est carrément sûr de son coup et compte bel et bien affronter le Seigneur des Anneaux sur son propre terrain. Mais avant de plonger corps et âme dans cette analyse, je tenais déjà à vous remercier pour vos retours très positifs sur ma dernière vidéo réaction qui était bien sûr une grande première sur la chaîne. Peut-être est-ce le début d'un rendez-vous récurrent, qui sait. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner car vous êtes une majorité à regarder sans vous abonner. Profitez-en, c'est toujours en promotion pendant cette durée indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir tirer de ce teaser trailer ? It remembers names. Déjà, je tiens à préciser avant toute chose que cette vidéo risque très fortement de spoiler certains passages clés de la saison 1 d'House of the Dragon. Vous êtes donc pleinement avertis et vous vous aventurez sur la suite de la vidéo à vos risques et périls. D'une manière générale, je vous avoue que je suis très satisfait de ce qui nous a été montré dans ce teaser. HBO met les petits plats dans les grands, donnant un large aperçu de ce que la série pourra nous proposer. Le teaser montre autant d'éléments s'appuyant sur les deux chronologies de la saison 1, illustrant cette double temporalité avec des passages subtils que seul le public connaisseur saura remarquer. Un spectateur qui n'y connaît rien risque de n'y voir que du feu et ne pas s'en apercevoir. On notera la présence de 2 dragons et à plusieurs reprises des lieux que nous connaissons et reconnaissons. C'est avant tout pour rassurer les fans, comme par exemple le fait d'entendre les noms Stark, Baratheon, Targaryen, ça rappelle forcément des souvenirs bien ancrés dans les mémoires. L'objectif étant de retrouver cette audience de Game of Thrones tout en proposant de la nouveauté. Il faut donc allier créativité et continuité. A noter également la présence du thème musical des Targaryens en fond pour accompagner ce teaser. Je ne sais pas si cette musique-là émane de Ramin Djawadi, mais toujours est-il qu'elle permet de donner le ton de la future série. Si j'avais une remarque à faire concernant ce teaser, c'est davantage sur la colorimétrie et luminosité. J'ai l'impression qu'ils ont assombri l'image et je trouve le rendu, ma foi, pas terrible. Il suffit de comparer ces 2 plans qui apparaissent tour à tour dans les 2 bandes annonces pour voir qu'il y a bien une différence. Alors oui, bien sûr, il ne faut pas s'alarmer pour ces petits défauts esthétiques. Nous sommes encore à un peu moins de 4 mois de la sortie de la série, il est fort à parier que le rendu n'est pas totalement définitif, d'autant que la couleur et luminosité peuvent se retravailler en post-production. Bien, à présent que les généralités sont dites, on va aller dans le concret. Commençons par ces plans de Rhaenyra regardant au loin, et vous allez voir, je vais dérouler et deviner une très grande partie du trailer à partir de ce point de départ. Ce plan doit certainement prendre racine dans la forteresse de la Marque après le décès de son époux Laenor Velaryon. La princesse regarde le soleil couchant comme si son destin était ailleurs, un peu à la manière de Daenerys en saison 1. Rhaenyra a une mine assez grave, logique vous me direz après la perte d'un être qui vous était cher même s'il s'agissait quand même d'un mariage arrangé et que son époux était plus intéressé par les hommes que sa propre épouse. Une image à mettre en relation avec celle-ci un peu plus tard où l'on voit ce qui semble être les funérailles de Laena Velaryon. Pour information, il s'agit de la sœur de Laenor. On peut le remarquer grâce aux nombreuses bannières présentes, mais aussi en faisant un arrêt sur image ici, où l'on voit des formes féminines gravées sur ce sarcophage de pierre. Laena et Laenor étant décédées en l'an 120 après la conquête, il est fort à parier que la série House of the Dragon regroupera ces 2 événements pour illustrer le fait que Daemon et Rhaenyra Targaryen vont inexorablement se rapprocher après la perte de leurs époux respectifs. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que cela. Outre la mort qui rôde, l'an 120 est aussi une année où les tensions sont très palpables entre les 2 groupes qui composent la famille royale. D'un côté les enfants de la princesse Rhaenyra Targaryen et Laenor Velaryon, qui se disputent avec ceux du couple royal, le roi Viserys Ier Targaryen et la reine Alicent Hightower. Une rivalité qu'on peut détecter sur plusieurs plans, que ce soit celui-ci où les 2 femmes se regardent de loin. On remarque aussi la présence de Criston Cole, personnage qui était d'abord très proche de Rhaenyra avant de se ranger dans le camp d'Alicent. Leur visage transpire la haine et c'est vraiment cool car c'est comme ça que sont décrits leurs relations dans les livres. Une haine quasi constante tandis que le roi voit la situation lui échapper alors qu'il essaye tant bien que mal de maintenir un semblant de paix.
mais c'est surtout sur celui-ci où Alicent se jette sur Rhaenyra avec une dague, sans doute pour se venger. Eh bien, nul besoin de tergiverser, pour moi ce plan est clairement issu de la querelle opposant les enfants des Noirs et des Verts, c'est-à-dire les deux clans rivaux, aboutissant à une grande bagarre où le prince Aemond perdra un œil. Dans les livres, Alicent a exigé auprès du roi que l'enfant coupable soit puni et que son œil soit crevé, œil pour œil comme elle disait. Cette séquence pourrait être le moment où elle perd ses nerfs, se ruant sur Lucerys pour lui crever l'œil avant d'être stoppée par la princesse Rhaenyra. Ce jeune homme jeté par les gardes royaux pourrait être en réalité Lucerys Velaryon, celui qui a crevé l'œil de son rival Aemond, et peut-être aussi que ce rapide plan de Criston Cole frappant un personnage pourrait découler de la querelle entre les deux clans, ou peut-être pas. Toujours est-il que Daemon et Rhaenyra se marieront aussi en l'an 120, juste après tous ces événements, chose que l'on voit sur ces rapides plans où ils s'unissent tous les deux devant les dieux en se coupant la main. Leur sang est mêlé et je trouve ça très intéressant de procéder ainsi, puisque la devise des Targaryens est Fire and Blood, feu et sang en français. Ou peut-être est-ce un rituel pseudo-magique que certains Targaryens pratiquent? En tout cas, ceci clôt plus ou moins la partie, je dirais, ancienne, où les personnages sont bien plus âgés qu'au tout départ. On remonte désormais les couloirs du temps, avec des plans qui se déroulent cette fois-ci plutôt dans la période dite entre guillemets passée. Tout d'abord ces courts extraits qui, à mon humble avis, et arrêtez-moi si je me trompe, montrent le Grand Conseil de 101, où le vieux roi Aerys Ier a défini les règles de succession. La grande forteresse noire en ruine est Harrenhal, détruit par Aegon Targaryen qui chevauchait le grand dragon Balerion la Terreur Noire, et qui sera surnommé plus tard Aegon le Conquérant. Je n'ai en revanche pas la moindre idée de ce qu'il pourrait y avoir dans ce coffre, et je suis sûr que cela alimentera les théories les plus folles. Je vais y aller de ma petite théorie, peut-être est-ce les noms des seigneurs du royaume qui ont accepté de venir lorsque le roi les a conviés et qui écrivent leur accord pour définir les règles successorales par exemple. Ce grand conseil est très important pour comprendre les règles successorales et je pense que c'est une très bonne chose de l'inclure dans la série, même si cela fait remonter encore plus loin dans la chronologie. On comprendra ainsi que les femmes n'ont pas le droit d'hériter de la couronne et que les lignées mâles sont préférées aux lignées femelles. Ceci explique pourquoi le conseil choisira Viserys comme héritier plutôt qu'un autre. Nous devrions donc bien voir le vieux roi Aerys Ier et je suis très curieux de voir comment il sera représenté. Par contre, c'est tout aussi important pour comprendre les clés du conflit à venir, notamment les nombreux problèmes suscités par la nomination de Rhaenyra comme héritière du trône. Pour rappel, le roi Viserys Ier n'avait pas encore d'héritier mâle et de fait, il a préféré nommer dans un premier temps sa fille comme héritière. En tout cas, cela nous permet de rebondir sur les nombreuses images de la nomination de la jeune Rhaenyra comme héritière. Viserys convie ses bannerets pour les obliger à rendre hommage à son héritière, ce qui soulève la question de la succession qui sera bien entendu au cœur de la terrible danse des dragons entre les Noirs et les Verts, les deux clans rivaux défendant chacun un prétendant différent. On devrait voir tout le jeu politique, les personnages qui prêtent hommage à la jeune princesse et qui, une fois le dos tourné, iront de leur critique quant au choix du roi. C'est d'ailleurs là toute la subtilité du conflit, on a un roi qui nomme une femme comme héritière alors qu'il n'en a techniquement pas le droit. Doit-on respecter la volonté d'un roi ou bien celle des traditions? Mais qu'importe cela, le collier de Rhaenyra montre bien qu'il y a une volonté d'union du royaume derrière le choix du roi. Les emblèmes des grandes familles qui composent les 7 couronnes sont présents, preuve qu'on est dans une symbolique recherchée, même si les martels, qui apparaissent ici avec le soleil transpercé d'une lance, ne sont pas encore intégrés dans le royaume du trône de fer. Il suffit pour cela d'augmenter la luminosité pour remarquer les différents emblèmes des familles principales de la saga. Je trouve cela d'ailleurs très intéressant de nous montrer un peu plus tard des rapides plans de Rhaenyra qui discute avec Rhaenys. Ça montre qu'en tant qu'héritière, elle est à l'écoute des conseils de sa belle-mère, qui est une femme forte et avec une certaine expérience. Pareil pour ces nombreuses images, sans doute liées au mariage entre Rhaenyra Targaryen et Laenor Velaryon, où l'on voit les deux jeunes danser ensemble sous le regard envieux de Daemon, l'oncle de Rhaenyra. Ce personnage est très souvent mis en avant, tout d'abord ici au début du trailer où il avance avec un œuf de dragon en compagnie de Miss Arya, sa maîtresse qui fait office de maître des chuchoteurs. Pour faire simple, c'est comme si on prenait le réseau stratégique de Varys qui se retrouvait mixé avec la fourberie de Peter Baelish. Vous voyez un peu le genre de personnage qu'est Miss Arya.
On aperçoit aussi la main du roi Otto Hightower venir en compagnie de gardes royaux pour arrêter le prince après ses nombreux défis lancés contre l'autorité de son frère, le roi Viserys. Il doit s'agir très certainement de l'événement en l'an 105 après la conquête, où Daemon, furieux de ne pas avoir été nommé héritier de son frère en l'absence d'héritier mâle, s'enfuit à Pendragon où il vole un œuf pour l'offrir à Miss Arya. Cet événement va aussi servir à montrer la fracture entre le roi et son frère, car Daemon était le chef des manteaux d'or qui montaient la garde dans la capitale. Il démissionnera lors de la nomination de Rhaenyra, mais toujours est-il qu'on peut le voir avec son superbe manteau d'or et ses soldats dans les rues en train de patrouiller. Ce sera là aussi l'occasion de montrer le tempérament sulfureux du prince Daemon qui rencontrera Miss Arya dans un bordel de la cité. Tiens, un bordel, comme celui de Peter Baelish, comme c'est curieux. En tout cas, je trouve ça très intéressant de montrer Daemon en armure avec deux armes. Tout d'abord Noirceur, l'une des deux épées en acier valyrien de la famille Targaryen, mais aussi cette dague avec un pommeau en forme de coquillage pour symboliser sa femme, Laena Velaryon, au tout début de la série. Viennent ensuite mon analyse de nombreux plans dont j'ai du mal à saisir la temporalité ou bien à raccorder avec des éléments de la saga littéraire. On a bien entendu deux séquences avec des dragons. Tout d'abord à la fin où Daemon avance dans une caverne et qui fait la rencontre d'un dragon qui crache des flammes. Si certains ont souligné le fait qu'il pourrait s'agir de Caraxès, je n'en suis pas si sûr que ça, pour la simple et bonne raison que le dragon n'a pas cette couleur rouge sang si caractéristique du dragon de Daemon. Il semble plutôt vert ou jaune, mais cette couleur est quand même assez fausse dans la mesure où c'est avant tout les reflets jaunâtres orangés des flammes qui se reflètent sur cette image. Peut-être est-ce volontaire pour brouiller les pistes? Idem sur ce plan du dragon dans les airs où je peine à voir s'il s'agit de Feu du Soleil, le dragon doré d'Aegon II, ou bien si c'est Syrax, la dragonne de Rhaenyra qui est elle aussi de couleur dorée. Je pense quand même qu'il s'agit de Rhaenyra chevauchant Syrax, ce qui ferait sens puisqu'elle volait beaucoup avec son oncle Daemon au-dessus de Port-Réal. Restons sur les dragons avec cette image de ce bracero où un œuf de dragon est posé. On distingue des vêtements bleus en fond, sans doute s'agit-il de Rhaenys Targaryen qu'on a déjà vu avec des vêtements bleus. Ce sera intéressant de voir comment la série mettra en scène le fait que les œufs de dragon éclosent aux côtés des berceaux des enfants d'origine valyrienne. Est-ce que le bracero aide ou pas? Tant de questions qui, je l'espère, ne resteront pas sans réponse. On poursuit avec cette image de Rhaenyra devant la table peinte, sans doute dans une préparation d'un plan stratégique. Je pense qu'il s'agit d'une séquence plus tardive, car il me semble qu'elle est plus âgée. On remarquera quelques différences avec le design de Game of Thrones, et c'est normal puisque nous sommes 170 ans dans le passé. On termine avec ces rapides plans alternant entre la jeune Alicent et la plus âgée, où les paroles de son père Otto Hightower sonnent comme un jeu politique. Il dit qu'elle est déterminée à gagner et très vraisemblablement, cette phrase est là pour souligner la rivalité et les jeux des influences auprès de la cour du roi. Bref, tout le jeu politique est de retour comme c'était le cas dans les saisons 1 à 4 de Game of Thrones. Mais n'oublions pas quand même les batailles parce que, eh bien, il y en aura pas mal. D'ailleurs, l'auteur J.R.R. Martin l'a annoncé sur son blog dans un récent post en disant la chose suivante, je cite « Il y aura beaucoup de dragons et de batailles bien sûr, mais l'épine dorsale de l'histoire et les conflits humains, l'amour et la haine, le drame des personnages plutôt que l'action-aventure. Ceux d'entre vous qui aiment les personnages complexes, conflictuels et gris comme moi, aimeront cette série je pense. La couleur est bien annoncée et je dois vous dire que ce teaser transpire vraiment cette impression. Espérons que la parole sera accompagnée par les actes à l'avenir. Enfin pour conclure, sur une note un peu plus douce, sachez également que le compte officiel d'House of the Dragon sur les réseaux sociaux a dévoilé de très nombreux nouveaux posters. Centrés sur les personnages principaux de la saison 1, il me semble qu'il y en a eu 9 en tout, et les images sont très simples, le personnage apparaissant au premier plan, avec un fond noir et le logo des Targaryens en feu derrière. Certains ont noté une petite ressemblance avec les posters de la saga Hunger Games, mais il faut dire que c'est là aussi un fond noir avec un logo en feu et un personnage au premier plan. Qu'importe, cela nous permet d'admirer des costumes des personnages au premier plan, notamment le prince Daemon Targaryen qui semble avoir une nouvelle tenue. Pour l'instant, c'est clairement lui qui a le plus de costumes différents, que ce soit dans les images officielles ou les leaks que nous avions précédemment analysés. Cette fois-ci, sa tenue est très légère, sans doute une tunique réservée à la vie à la cour,
ce qui peut expliquer pourquoi il a une coiffure impeccable qui ferait rougir de jalousie l'elfe Legolas. Encore une fois, on peut admirer ces deux armes, tout d'abord l'épée en acier valérien noirceur qu'il tient avec les deux mains, mais aussi ce poignard avec le pommeau en forme de coquillage. Pour la princesse Rhaenys Targaryen, surnommée la reine qui ne fut jamais, elle semble porter une robe bleue qui fait bien entendu penser au bleu des Vélarions. Même si elle est une Targaryen à la base, elle prend la couleur de son époux pour montrer son appartenance, et je trouve ça très bien. Catelyn Stark le faisait aussi en portant des couleurs vert foncé et grises typiques des Stark, même si elle portait toujours un vêtement ou un symbole rappelant les Tully, sa famille d'origine. Quant à Viserys, je remarque simplement qu'il a la dague en acier valérien qui dépasse très légèrement de son manteau, une dague qui, je pense, sera le lien le plus évident avec la saga Game of Thrones, tant cette arme rappelle de souvenirs. Bref, on arrive au terme de la vidéo, c'était ma foi assez long mais nécessaire tant il y avait de choses à analyser et remettre dans le contexte. J'ai encore un peu de mal à me dire dans quel ordre tout cela va être organisé, si l'on va avoir une seule chronologie qui va faire des bonds dans le temps, ce que je préférerais pour le coup, ou bien plusieurs temporalités qui vont avancer en parallèle l'une de l'autre. Perso, je me souviens bien que c'était le cas pour la saison 1 de The Witcher et cela avait plus embrouillé les esprits qu'autre chose. En tout cas, je suis très satisfait de ce qui nous a été montré et j'espère qu'il y aura d'autres éléments dans le futur pour nous rassurer ou bien au contraire nous hyper encore plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos ressentis et impressions, même si je suis quasi sûr que vous êtes tous aussi chauds que le feu des dragons. Merci encore pour tout, on se quitte en musique et on se dit à la prochaine pour d'autres analyses et vidéos. Bye tout le monde!